20h30, les volets de l'actualité nationale et internationale s'ouvrent sur la chaîne sénégalaise. Bonsoir et bienvenue à tous et à tous. Voici les titres qui barrent la une de la grande édition. Médina Bamba Fall garde son fauteuil de maire de la commune. Le socialiste a été installé ce jeudi matin à la tête de cette commune d'arrondissement. Il sera encore l'édile de la commune pour les 5 prochaines années. Mais en attendant, il dénonce la décision du préfet de réduire ses adjoints de 5 à 3. Laylatul Qadr ou la nuit du dessein, rappel et prières recommandées durant cette nuit la plus bénie. Elle sera célébrée cette nuit du jeudi au vendredi par la communauté mouride. Pendant ces moments, il est conseillé de prier abondamment. Nos reporters qui ont fait un tour au Parcelles Assainies et Guédiawaye vous emmèneront au cœur des préparatifs. Tout le monde n'observe pas le jeûne. On ne doit pas nous imposer une diète forcée, même si nous sommes minoritaires pendant le ramadan. En tout cas, c'est le cri du cœur des non-jeûneurs qui se sentent déconsidérés en ce mois béni. Sur l'international, en Tunisie, lourd bilan après des attaques terroristes contre l'armée. 2 positions de l'armée ont été attaquées par des groupes terroristes à l'heure de la rupture du jeûne sur le mont Chambi. Au moins 14 soldats ont été tués. Classement FIFA, les Lions gagnent 12 places et oui, le Sénégal a réalisé la meilleure progression de ce classement sur le continent, faisant mieux que le Nigeria, un des mondialistes africains qui a gagné 10 places passant de la 44e à la 34e mondiale. La part belle a été faite à l'Allemagne qui, à la faveur de son sacre au mondial, a délogé l'Espagne de la première place. Voici pour les titres, le développement c'est dans quelques instants. Rebonsoir et ravi de vous retrouver. Merci de choisir la chaîne sénégalaise pour vous informer. Je vous le disais en titre de cette édition, Bamba Fall conserve son fauteuil de maire de la Médina. Le socialiste a été installé ce jeudi à la tête de cette commune d'arrondissement. Bamba Fall sera encore l'édile de la commune pour les 5 prochaines années. Néanmoins, le maire de Médina dénonce la décision du préfet de réduire ses adjoints de 5 à 3, une décision qui fait polémique au sein même de la mairie de la Médina. Ainsi, l'édile de cette localité va déposer un recours dans les 48 heures. Sorna Diarompa, compte rendu. Bamba Fall, l'édile de la Médina et ses conseillers sont tombés finalement d'accord sur la décision d'élire 3 adjoints au lieu de 5, mais promettent de déposer un recours dans les 48 heures. On ne peut pas, au lendemain des élections, au moment où nous attendions notre décret d'application, on nous communique verbalement qu'aujourd'hui, vous aviez 68 000 habitants au lieu de 78 000. Maintenant, on vous défend que 2 adjoints au maire. On ne pouvait pas l'accepter. Actuellement, nous n'allons pas laisser ça tomber. Dès demain, nous allons introduire un record, leur signifiant les véritables nombres, les véritables chiffres de la démographie médinoise. Parce que nous sommes plus de 100 000 habitants. Une élection pas facile pour Abdoulaye Martin et Dieynaba Ndiaye, les 2 candidats, car aucun des 2 n'a remporté la majorité au premier tour. Un deuxième tour remporté par Abdoulaye Martin Samb, avec 38 voix contre 23. Bamba Fall n'a pas terminé sans évoquer les difficultés de la Médina. Aujourd'hui, la Médina a 100 ans, mais certes la Médina a plus de 100 problèmes. De par ces problèmes, on peut noter le marché Tilène qui risque maintenant de menacer ruine. Au terme, Gorambay, Abdoulaye Martin Samb et Ngoné Ndiaye sont retenus comme les adjoints de Bamba Fall. Le maire de la Médina promet de mener le combat de ses 2 autres adjoints. Sorda Diarompa, nous restons avec vous sur la décision du préfet de réduire le nombre d'adjoints de 5 à 3. Le maire de Dakar Plateau conteste et demande au préfet de revoir les statistiques. Aliou Ndoye déclare que les chiffres donnés ne sont pas exacts. Résultat des courses, il a déjà envoyé un courrier au préfet pour d'éventuelles explications. Aliou Ndoye que nous écoutons au micro de nos reporters une fois de plus.
C'est une situation assez inédite, à savoir que subitement nous découvrons que nos populations sont amputées d'une bonne partie de leur composition. Si je prends l'exemple du plateau, le dernier recensement nous donne 44 000 et quelques habitants. Là, on nous annonce que nous serions passés à 28 404 habitants. Donc du coup, le plateau, depuis sa création en 1996, qui a toujours eu 4 adjoints, on nous dit dans un nouveau document que nous aurons 2 adjoints et que la population passe presque à la moitié. Ce qui aura un impact très négatif sur les fonds de dotation qui devront être virés à la commune d'arrondissement. Donc nous contestons un peu ces chiffres parce que les derniers chiffres fournis par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie donnent d'autres chiffres qui sont plus conformes à la réalité. Et nous disons au préfet de se référer aux arrêtés préfectoraux qui déterminaient les fonds de dotation envoyés aux communes toutes ces dernières années et qui se basaient sur une population largement supérieure à celle-là. Personnellement, j'ai déjà envoyé un courrier ce jour au préfet en attendant d'avoir la notification exacte, mais pour éviter justement que l'administration ne perdure, en tout cas ne s'enfonce dans une erreur, j'ai attiré l'attention du préfet sur ces éléments-là et lui demande justement de revoir les statistiques fournies. Et je pense que la seule autorité habilitée à donner ces statistiques, c'est l'Agence nationale de la statistique. Nous parlons éducation à présent, c'est un secret de polichinelle. Les résultats du baccalauréat 2014 sont jugés catastrophiques sur presque tout le territoire sénégalais. Ils risquent même d'entrer dans le registre restreint des éditions où le taux est en deçà de 20%, pendant que certains pointent un doigt accusateur sur les professeurs qui ont passé l'écrasante majorité de leur temps à observer des jours de grève. Mamadou Lamine Dianté, le secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire et cadre unitaire des syndicats de l'enseignement dans le moyen secondaire, SAEMS-QSEMS, fait une analyse du désastre. Il s'entretenait avec Birama Kamara. L'enseignant doit se désoler parce que je crois que le système éducatif doit développer la pédagogie de la réussite et non la pédagogie de l'échec. Et nous sommes habitués depuis un certain temps quand même à des échecs massifs aux examens de fin d'année. Nous savons toujours que le baccalauréat se tourne autour de 34% de réussite. Nous avons toujours dénoncé cela en disant que c'est la pédagogie de l'échec. En regardant de très près que certains sujets ont été très mal formulés. En tout cas, c'est le moins que l'on puisse dire. Ou en tout cas, ils ont été formulés avec des pièges à l'intérieur que les élèves n'ont pas compris et cela a amené à dérouter certains élèves. C'est le cas du sujet d'histoire et géographie en série L2. Et là également, nous avons constaté que les barèmes ont été modifiés par rapport aux barèmes qui sont appliqués dans les classes pendant l'année scolaire. Deuxième élément que nous pouvons identifier, c'est le calendrier des épreuves. Là aussi, nous avons toujours dit à l'Office du bac qu'il faudrait revoir ce calendrier à l'avantage des élèves. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous commencez un examen aussi sérieux que le baccalauréat, parce que c'est quand même 15 ans d'investissement pour le parent et pour l'élève, que vous ne puissiez pas démarrer votre examen par les dominantes, et particulièrement les matins. Mais nous avons toujours vu que, par exemple, en série L2, là où l'histoire et la géographie est une discipline à coefficient 6, c'est toujours programmé dans l'après-midi. Vous savez, traditionnellement, le baccalauréat s'est déroulé sur 2 semaines, sur 15 jours au moins. C'est pourquoi toujours le BFM était programmé dans la deuxième quinzaine du mois de juillet. Mais depuis quelques années, l'Office du bac continue à s'entêter de maintenir les enseignants dans un délai étroit de 10 jours. Ok, d'accord. Et ça aussi, donner une centaine de copies ou 120 copies à un enseignant ou lui dire que demain vous devez rendre vos copies, c'est lui demander de corriger n'importe comment et ce n'est pas toujours à l'avantage des élèves. L'autre élément aussi qu'on peut verser dans l'analyse, c'est le fait que les conditions d'apprentissage dans les établissements publics, en tout cas, ne sont pas des meilleures, avec les effectifs plus que pléthoriques qui grèvent grandement le taux d'encadrement dont l'élève devait bénéficier pour être performant. L'autre élément surtout, et qui relève de l'entière responsabilité du ministère de l'Éducation, c'est la grève des professeurs de philosophie. Birama Kamara, il faut le dire, fort heureusement, c'est une belle traversée pour les élèves de la maison d'éducation Mariam Abba. Elle a porté haut son statut d'établissement public d'excellence durant cette épreuve du baccalauréat en atteignant un 100% à l'examen avec pléthore de mentions.
Après l'éducation, nous parlons religion. Laylatul Qadr, la nuit la plus bénie, sera célébrée cette nuit du jeudi au vendredi. Celui à qui elle échappe aura manqué un bien immense. Tout croyant désirant d'obéir à son Seigneur et d'augmenter ses bonnes actions doit faire de son mieux pour passer cette nuit dans l'adoration et surtout dans l'obéissance. Notre reporter Maguette Kébé a fait un tour aux Parcelles Assainies et à Guédiawaye pour vous faire vivre les préparatifs. Suivez plutôt. La communauté mouride célèbre aujourd'hui la nuit du Laylatul Qadri qui coïncide cette année à la nuit du 18e au 19e jour du mois de Ramadan. Ainsi, à l'instar de toute la communauté mouride, le Daïra Madlaboul Chifaï de la Cité des enseignants à Guédiawaye commémore cette nuit aussi importante dans le calendrier musulman. Donc nous, à notre niveau, on le fait aujourd'hui. Bon. Parce que ça a été fait suivant un calcul qui a été fait de manière très judicieuse par notre illustre cheikh. Donc à chaque fois, chaque année, ça coïncide avec un jeudi du mois de Ramadan. Donc la célébration se fait communément par une préparation des mets. Donc vous êtes parvenu à aller au niveau de la cuisine. Donc actuellement nous sommes au niveau de cette tente pour préparer, pour décorer, préparer la sonorisation et autres. Donc ça sera une nuit qui sera célébrée à partir de 18h jusqu'à l'aube par un récital de Coran, de Khassaïd, de Salatu ala Nabi et autres. Autre lieu, même ambiance. Ici, nous sommes aux Parcelles Assainies, plus précisément à l'unité 22. Comme ils sont coutumes de célébrer la nuit du destin depuis 12 ans, le Daïra Khidmatul Khadim des Parcelles Assainies n'a pas dérogé cette année à la règle et beaucoup d'innovations sont notées sur le plan de l'organisation. Comme nous l'a enseigné notre Khalif actuel, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, qui prône l'islam en communauté, qui prône une union islamique, qui prône une non-distinction entre les confréries, Mouride, Tidjane, Khadr comme Layen. Et dans cette voie-là, nous nous sommes permis d'inviter toutes les couches sociales et toutes les confréries qui existent au Sénégal, qui viennent pour participer à cette nuit-là. En l'occurrence, nos chers confrères Tidjane. À chaque année, ils sont présents pour vivifier cette nuit-là et chanter les panégyriques de leur vénéré. Chaque année, on dédie cette journée-là, cette nuit du moins, à un des fils, à un des chers, des vénérés érudits de la confrérie mouride. Et c'est dans cette lancée-là que nous avons choisi cette année-ci Cheikh Alhaji Fallou Mbacké, qui est le deuxième calife de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. La nuit du Laylatul Qadri est donc l'occasion pour les uns et les autres de trouver les voies et moyens pour s'élever spirituellement à travers les prières et autres formes d'adoration du Tout-Puissant. Une veillée nocturne avec récital de Coran et de Khassaïd et les berndelles occuperont une place de choix. Justement, nous restons sur ce registre avec le reportage du jour qui est consacré au mois de Ramadan. Dur de trouver de quoi se mettre sous la dent le matin, notamment la baguette de pain, surtout quand on ne jeûne pas. Les chrétiens rencontrés se sentent déconsidérés en ce mois béni. Ils vivent un véritable calvaire. Ils font des acrobaties pour se procurer ce pain ou pire, se réveiller très tôt au moment où les jeûneurs s'adonnent au reud, ce pour ne pas se contenter des restes. D'autres font des kilomètres pour se restaurer à midi car les restaurants sont tout simplement fermés. Voici le cri du cœur de certains chrétiens. Trouver un endroit où se restaurer pendant le mois de Ramadan constitue un véritable calvaire pour ceux qui ne jeûnent pas, éventuellement les chrétiens, dans un pays comme le Sénégal à majorité musulmane. C'est juste la coutume. On a l'habitude de vivre les mêmes choses. Chaque année, c'est la même chose, mais on fait avec. Arrivé, on demande d'abord au boutiquier ce qu'il y a dans la boutique et on achète. On est obligé d'acheter ou bien c'est à prendre ou à laisser. Chaque année, c'est la même chose. On est obligé de vivre avec. C'est le Sénégal. C'est vrai qu'on est une minorité au Sénégal, mais on fait avec. On n'a pas, par exemple, le pain de la même qualité qu'on avait d'habitude. On n'a pas les mêmes choses qu'on a l'habitude de trouver au marché. Par exemple, les prix ont changé d'abord. Les gens ne viennent pas tôt.
Même là, à côté là où on vend, la restauratrice ne vend plus. On est obligé, par exemple, nous qui travaillons à côté, de rester toute une journée sans manger, ou bien de repartir à la maison, demander à nos parents de faire quelque chose pour nous à midi. C'est pas facile, mais nous nous adaptons et nous communions avec nos frères musulmans. Nous sommes sénégalais et nous sommes nés dans ce pays, donc nous sommes habitués à cela. Donc quand ça se passe, nous savons que ce sont nos frères musulmans qui font un ramadan. Donc nous sommes ensemble avec eux. Les fidèles chrétiens déplorent aussi la flambée des prix notés durant les événements religieux au Sénégal, particulièrement durant le mois béni de Ramadan, et appellent leurs frères à s'impliquer davantage dans le secteur de la restauration pour leur permettre de vivre avec facilité le carême musulman. La qualité du pain et la flambée des prix et certaines choses qu'on note au niveau du secteur marchand. Et nous pensons que, bon, il faut faire avec ces un mois, ce n'est pas beaucoup. Donc il faut se sacrifier, nous participons, c'est l'effort du Ramadan pour nous chrétiens. Les désagréments, il faut s'adapter. Je donne un exemple, la flambée des prix. Bon, c'est aussi, il faut que l'État prenne des dispositions, qu'il y ait une commission de régulation des prix. Les chrétiens ne sont pas beaucoup impliqués dans les restaurants, dans le secteur marchand. Et ça pose un petit problème, mais si nous sommes dans nos maisons, nous mangeons. Mais si peut-être au niveau des bureaux, oui, peut-être ça pose problème, mais à la maison on mange à l'heure. Donc il n'y a pas de changement notable. Malgré les difficultés qu'ils rencontrent durant cette période, les fidèles chrétiens soutiennent leurs frères musulmans avec qui ils entretiennent de bons rapports en s'adaptant à la situation qui ne dure que 30 jours. Voilà, et puis on a envie de demander combien sont-ils ces Sénégalais qui circonscrivent la religion au seul mois de Ramadan. En tout cas, la pratique des jeux de hasard notamment, le PMU entre autres est souvent assimilé au péché, et pire à un acte pouvant gâcher le jeûne. Et pourtant, durant ce mois, l'affluence vers le guichet de Paris est grande. Les PLR ou les salles de jeux de la loterie n'ont pas perdu leurs clients habituels. Suivez mon regard avec la complicité de Mohamed Fall et Eumeu Fall. Le Ramadan, notre quotidien change, mais pour les parieurs, les jours se suivent et se ressemblent. Les salles de jeu ou PLR attirent de plus en plus sa clientèle habituelle assoiffée de jeu. On est venu pour jouer, pour tenter aussi notre chance. Je suis venu juste à cette agence pour jouer le PMI parce que je vois que le PMI peut déclencher la personne à aller plus loin avec beaucoup de sens, surtout. Donc si tu as les moyens de les jouer, tu pourras gagner comme il faut. Ces salles permettent aux parieurs de jouer leur passion à l'aise. Bien que condamnés par l'islam, les parieurs disent ne pas avoir le choix car les temps sont durs. Et la loterie et les autres jeux de hasard sont leur seule issue de secours. Jouer au mois de Ramadan, bon, c'est pas permis, mais on est obligé parce que c'est la situation de ce pays et qui nous pousse aussi de venir aussi tenter notre chance. C'est la difficulté de la vie dakaroise qui pousse des fois, même si c'est interdit, mais également on est obligé. Voilà. D'aucuns diront certainement que c'est des arguments non fondés, mais en tout état de cause, les paris battent leur plein. Tandis que ces deux citoyens ont accepté de nous parler, les autres parieurs ont refusé catégoriquement d'être filmés. Et puis nous parlons tout à fait d'autre chose. Habib Seye, la cérémonie d'ouverture de la 3e édition du FINOVAR, Forum pour la promotion des innovations et des partenariats dans le secteur agroalimentaire et des agro-ressources, a eu lieu hier, mercredi, à l'Institut de technologie alimentaire. Ce forum de 3 jours s'inscrit dans le cadre des préparatifs du 15e sommet de la francophonie. Ainsi, le FINOVAR de l'édition 2014 se veut comme espace d'échange pour les différents experts du secteur dans la transformation de certains produits locaux dont beaucoup d'entre nous ignorent certainement l'utilité. Une manière pour ces participants de certainement sécuriser le berceau de l'humanité sur le côté alimentaire où les déficits restent notoires, n'est-ce pas, Ndeye Amina Gueye?
L'Afrique, un continent doté de ressources naturelles, mais aussi un continent qui n'arrive toujours pas à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Tout le sens même de ce forum du FINOVAR, forum pour la promotion des innovations et des partenariats dans le secteur agroalimentaire et des agro-ressources, qui regroupe différents acteurs nationaux et internationaux du secteur. Travailler sur la mise en réseau des acteurs francophones de l'innovation dans le secteur agroalimentaire en particulier. Donc c'est la raison de la réunion de Dakar aujourd'hui, demain et vendredi. Parce que l'agroalimentaire est un secteur extrêmement important dans les économies africaines et au Sénégal en particulier, parce qu'il y a des enjeux de développement durable en la matière, parce qu'il y a des chaînes de valeur importantes. Ces acteurs provenant d'horizons divers vont devoir durant 3 jours échanger sur les possibilités de transformation des produits locaux afin de pouvoir participer au développement de l'Afrique dans ce domaine où il reste beaucoup à faire et qui constitue un blocage pour son émergence. L'objectif de ce FINOVAR 2014 est de contribuer au développement durable des États africains. Comment contribuer à ce développement durable? C'est de mettre en synergie l'ensemble de nos compétences selon l'approche chaîne de valeur pour pouvoir, à partir de nos matières premières locales, les développer, les caractériser, mais également produire de nouveaux produits de qualité, aussi bien pour le marché national, mais aussi pour l'exportation. Ce FINOVAR 2014 regroupe une centaine de participants. On peut noter également la forte présence des organisations professionnelles. Et nul n'ignore que dans le secteur de l'agriculture et de la transformation agroalimentaire, les femmes et les jeunes occupent une place importante. Le forum est organisé en marge du 15e sommet de la francophonie qui se tiendra en novembre prochain avec comme thème « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement », d'où l'implication du FINOVAR qui se veut aussi créateur d'emplois, surtout pour les femmes. Ce forum sur l'innovation s'inscrit dans ce qu'on appelle les manifestations d'environnement du sommet. Parce que vous savez, quand le sommet des chefs d'État se tient, il y a toujours des manifestations préparatoires qui sont organisées en marge, qui, comme le nom l'indique, servent à alimenter le sommet, notamment au niveau scientifique. Il peut y avoir donc des manifestations scientifiques comme celle-là, ou bien des manifestations d'animation culturelle. Voilà, donc comme on l'a souligné tout à l'heure, évidemment, les recommandations qui seront issues de ce forum pourront servir à nourrir, en tout cas, la déclaration du sommet, notamment en lien avec le thème du sommet qui porte sur le thème des jeunes et les femmes. La transformation des produits alimentaires, évidemment, nous tous on le constate, fait intervenir une majorité de femmes. Et donc c'est d'autant plus intéressant dans le cadre du sommet que ça crée un lien entre les femmes et le secteur de l'emploi. Ainsi, espérons que les conclusions de cette rencontre apporteront des solutions innovantes dans le domaine de l'agroalimentation, de l'agriculture et de l'agro-ressources au profit du peuple africain afin que le Sénégal parvienne à atteindre le taux normal d'autosuffisance alimentaire pour ne plus dépendre de l'aide extérieure et des importations pour survivre. Sur l'international, la Tunisie pleure ses morts. Une attaque terroriste sur le mont Chambi, près de la frontière avec l'Algérie, a fait au moins 14 morts et 20 blessés. Ce mercredi, selon un nouveau bilan du ministère de la Défense de la Tunisie, ce dernier, qui pourrait s'alourdir, est déjà le plus lourd à être enregistré par l'armée depuis l'indépendance en 1956. Cette attaque a eu lieu presque un an, jour pour jour, après une embuscade tendue à des soldats également pendant le Ramadan sur le mont Chambi. L'armée tunisienne traque depuis décembre 2012 dans cette zone un groupe armé suspecté d'être lié à Al-Qaïda, composé pour une partie des vétérans de la guerre au Mali. Selon les responsables de la sécurité cités par Al Jazeera, il n'y aura que quelques dizaines de combattants dans les montagnes. Par ailleurs, le mois dernier, Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI a pour la première fois revendiqué la responsabilité d'attentats perpétrés en Tunisie, notamment l'attaque de la résidence du ministre de l'Intérieur à la fin du mois de mai et qui a causé la mort à 4 membres des forces de l'ordre. L'assaut s'est déroulé contre 2 postes de surveillance de l'armée vers 19h40 à l'heure de la rupture du jeûne du Ramadan. Le ministère a déclaré qu'il s'agissait d'une attaque à la mitrailleuse et au RPG, lance-roquettes menée par 2 groupes distincts. Al Jazeera précise qu'un des assaillants a été tué.
Une trêve est entrée en vigueur entre le Hamas et Israël depuis ce jeudi matin à la demande de l'ONU, alors que la journée d'hier a été une nouvelle fois meurtrière. Au moins une trentaine de Palestiniens ont été tués ces dernières heures. Parallèlement, des négociations ont eu lieu au Caire. Le respect de cette nouvelle trêve est donc essentiel pour la suite des discussions. Mais déjà, l'armée israélienne dénonce des tirs de mortier vers le sud d'Israël. C'est à 10 h heure locale que devait entrer en vigueur cette trêve humanitaire d'une durée de 5 heures seulement. Il s'agit d'une initiative de l'émissaire des Nations Unies au Proche-Orient, Robert Seri. Néanmoins, 3 heures environ après le début, l'armée israélienne a dénoncé 3 tirs d'obus de mortiers provenant de la bande de Gaza et touchant le district municipal d'Eshko dans le sud du pays. Ces tirs, s'ils sont confirmés, pourraient remettre en cause la trêve décrétée. Ces quelques heures de répit doivent théoriquement permettre aux habitants de la bande de Gaza de se ravitailler et d'accéder à l'aide humanitaire. L'Israël s'est engagé à respecter la trêve tout en précisant que si ce répit est mis à profit par le Hamas de nouveaux tirs, l'aviation israélienne réagira immédiatement. Près de 800 réservistes supplémentaires aussi ont été mobilisés sur le terrain. Les bombardements israéliens à Gaza et les tirs de roquettes palestiniennes se poursuivent, mais on a noté pendant la nuit une certaine accalmie. Sur le terrain, les bombardements israéliens à Gaza et les tirs de roquettes palestiniennes se sont poursuivis, mais on a noté pendant la nuit une certaine accalmie. Juste avant le début de la trêve, ce jeudi matin, 3 Palestiniens ont trouvé la mort, tués par un tir israélien. Une délégation israélienne s'est aussi rendue au Caire pour négocier un accord de sortie de crise. Elle est dirigée par Yoram Cohen, le chef de Shabak, le service israélien de sécurité intérieure. En effet, le mouvement palestinien refuse d'accepter une trêve sans avoir de garanties sur ce qui constitue l'essentiel à ses yeux. L'impossibilité pour la bande de Gaza, en dehors même du conflit actuel, de fonctionner normalement en raison du blocus imposé par Israël depuis 2006, ainsi que la fermeture du terminal de Rafah côté égyptien. Sur ces 2 points, le Hamas bénéficie du soutien total de la population palestinienne à Gaza. Un cessez-le-feu ne servirait à rien, disent les habitants, tant que ce blocus continuera de nous empêcher de vivre. Le reste de l'actualité internationale, c'est avec nos confrères de l'AFP. C'était bien une trêve temporaire. Dès son expiration à 15 h, une roquette tirée de Gaza a touché un terrain vague d'Ashkelon et l'armée israélienne a repris ses raids sur l'enclave palestinienne. Une courte pause donc, qui a quand même permis aux habitants de Gaza de sortir de chez eux pour se ravitailler. Des sanctions scandaleuses qui vont causer de graves dommages aux relations russo-américaines. Le Kremlin, accusé de soutenir les séparatistes pro-russes, réagit violemment aux nouvelles sanctions occidentales. La bourse de Moscou tremble aussi. Ces 2 indices ont plongé à l'ouverture, tout comme le rouble. Sur le terrain, les combats se poursuivent dans l'Est. François Hollande est en Afrique. Le chef de l'État entame à Abidjan une tournée qui le conduira aussi au Niger et au Tchad. Une visite à dominante économique en Côte d'Ivoire, mais axée par la suite sur les questions de sécurité, avec le prochain déploiement de l'opération Barkhane contre le terrorisme. On attendait ça depuis longtemps, le soleil et la chaleur sont enfin là, un temps béni des marchands de glace. Dans la capitale, le thermomètre affichait 31 degrés à 16 h et pourrait monter jusqu'à 35 demain selon Météo France. La 13e édition de Paris-Plage, c'est pour samedi, et si le soleil n'est pas garanti ce jour-là, les plages, elles, seront bien là, en bord de Seine. 5000 tonnes de sable sont arrivées ce matin, du sable venu de l'Eure par voie fluviale, qui sera recyclé une fois l'opération terminée. Sport, avant de boucler cette édition, l'équipe nationale du Sénégal a gagné 12 places entre le mois de juin et juillet dans le classement FIFA, publié ce jeudi et qui fait la part belle à l'Allemagne qui, à la faveur de son sacre au mondial, a délogé l'Espagne de la première place. Le Sénégal a réalisé la meilleure progression de ce classement sur le continent, faisant mieux que le Nigeria, un des mondialistes africains, qui a gagné 10 places, passant de la 44e à la 34e mondiale.
Bonsoir amis sportifs basket pour démarrer cette page sportive avec la finale de la Coupe du Sénégal en dames qui va se jouer ce dimanche 20 juillet 2014 au stade Marius Ndiaye entre Duc qui convoite un 3e trophée national et Saint-Louis Basket Club qui a remporté la finale de la saison dernière qui sera une revanche entre ces deux équipes. Restons toujours avec le basket. Le championnat de pro à 2014-2015 débutera en octobre prochain. 18 clubs sont engagés pour tenter de succéder au CSP Limoges. Comme chaque été, les transferts et mouvements sont nombreux. Athlétisme. Pour son retour en compétition depuis sa suspension de dopage, Asafa Powell s'est contenté d'un modeste 10 secondes 30 sur 100 mètres mardi soir à Lucerne. Le Jamaïcain a pris la 3e place dans cette compétition. Football, parlons de la CAN 2015 au Niger. La rencontre Togo-Sénégal, initialement prévue ce vendredi pour le compte de la manche aller du second tour des éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans, se déroulera finalement dimanche prochain selon l'entraîneur de la sélection sénégalaise, Dominique Colli, qui fait le point sur la mise en place de l'équipe et sa préparation, assure que le match sera technique et physique. La FIFA a publié ce jeudi son classement mensuel des équipes faisant partie de son instance. Les Lions du Sénégal font la bonne affaire, puisqu'ils grappillent 12 places et occupent désormais la 62e place mondiale et la 11e place sur le continent. Les filles, quant à elles, occupent la 83e place mondiale et la 11e du continent. Handball, Cheikh Mohamed Fadel Diop et Abdoulaye Faye, c'est le duo d'arbitres sénégalais qui prendra part au championnat du monde junior féminin, qui se déroulera du 20 juillet au 3 août prochain en Macédoine. L'équipe masculine du Saint-Louis Basket Club a décidé de ne plus jouer le match de classement qui devrait l'opposer contre Dakar Université Club. Aucun motif n'a été invoqué pour justifier ce forfait dans la lettre adressée au Comité national de normalisation du basket sénégalais. Peut-on lire sur le site de l'APS. Dans le mercato, le défenseur sénégalais Diawandou Diagne, âgé de 19 ans, qui défendait cette saison les couleurs de la case Open, a signé un contrat de 3 ans jeudi avec le FC Barcelone. En effet, ce garçon a joué 35 matchs cette saison avec les Pandas et a notamment porté le brassard de capitaine. C'est tout à mes sportifs pour ce sport et nous vous souhaitons de passer une très bonne fin de soirée avec les programmes de la LCS. Merci. Merci à vous, Amar Sissé et Abou Cham. Je rappelle, juste avant de boucler cette édition, Laylatul Qadr ou la nuit du destin, rappel et prières recommandées durant cette nuit. La plus bénie, elle sera célébrée cette nuit du jeudi au vendredi par la communauté mouride. Sur ce, nous refermons les volets de l'actualité nationale et internationale. Merci de votre fidélité en extension à toute l'équipe qui a permis la réalisation de la grande édition. Au revoir et bonsoir. Bonsoir chers fidèles téléspectateurs, on se revoit sur ce plateau avec l'invité de la rédaction et aujourd'hui nous avons sur ce plateau un homme politique, il se nomme Déthié Diouf, il a été candidat, c'est un candidat malheureux à la mairie de Thiès durant les locales. Il est le président du parti Vision Alternative pour le Sénégal, VISA. Monsieur Diouf, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de la STS. Merci beaucoup et bonsoir à tous les spectateurs. Je suis heureux de me retrouver dans vos locaux. Voilà, donc nous sommes avec Monsieur Diouf pour un quart d'heure d'explication et de débat. Voilà. Dites-nous, vous étiez à Thiès et vous voulez vraiment devenir le maire de Thiès. C'est pas ironique, vous êtes thiessois et c'est de vos droits. Et comment ça s'est passé les locales? Quels sont les résultats que vous avez obtenus? Parce que là, votre parti Visa n'est pas vraiment très connu. Tout à fait, notre parti n'est pas connu parce que c'est un nouveau parti. Mais c'est un parti qui était présent dans 18 localités et nous avons pu obtenir 33 conseillers, dont la commune de Thiamène-Fass que nous venons de gagner, dont nous sommes maires à Thiamène-Fass avec le proviseur Moussa Ndiaye. Alors à Thiès, effectivement, on était en compétition à la zone nord. Malheureusement, on a obtenu un conseiller. Et quand on a analysé la situation, donc on a compris peut-être qu'on ne pouvait pas gagner a priori. Donc j'ai préféré véritablement, en tout cas nous dispatcher pour montrer notre représentativité. Et je tiens à vous préciser que nous sommes partis seuls face à des coalitions qui regroupaient 10 partis, des mouvements citoyens et tout. Parce que nous nous disons réellement que les partis doivent se peser.
ne serait-ce que pour les élections locales. Parce que quand un parti naît qui ne part jamais aux élections, ce parti ne mérite pas en tout cas d'exister. Donc nous avons relevé ce challenge de l'existence. Et aujourd'hui, quand même, nous nous estimons heureux que les populations, beaucoup nous disent « Ah, on ne savait pas, on ne savait pas ». Parce qu'effectivement, la communication demande beaucoup de moyens et on ne les avait pas. Mais on a usé de nos stratégies de porte-à-porte parce que aussi nous étions sur le challenge générationnel, sur la révolution des mentalités politiques, ce qui n'était pas évident du premier coup et ce qui ne sera pas évident a priori. Mais quand même, nous maintenons le cap et nous pensons que toute notre préoccupation, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Celle thiessoise était un peu laissée à elle-même. Et donc, nous avons voulu effectivement montrer que c'en est assez. Il faudrait que le maire soit là, soit à côté de ces populations, et nous allons y demeurer. Et vous avez pointé du doigt, un doigt accusateur au maire de Thiès, le maire sortant, Idrissa Seck, en disant, en fustigeant sa gestion pour dire qu'il n'a vraiment rien fait dans la commune de Thiès. Et moi, il me semble que les résultats des locales n'ont pas été vraiment de cet avis. Mais oui, mais vous savez, il y a des paramètres à prendre en compte parce que le maire que nous félicitons au passage pour sa réélection, quand même bénéficie d'un capital de sympathie qui est là. Mais les populations n'étaient pas contentes du tout. Alors donc, il y a aussi la coalition de Benno Bokk Yakaar qui était là au pouvoir, donc qui devait présenter un certain espoir. Malheureusement, donc, en tout cas, les responsables de cette grande coalition présidentielle ne se faisaient pas confiance. Alors, donc, les gens ont préféré, par exemple, nous étions présents simplement pour les élections communales et pour les départementales, nous avons parfois voté pour le maire sortant. Alors donc voilà, donc parfois on a évité on a évité un peu l'aventure, n'est-ce pas? Parce que ceux qui ne se font pas confiance, on ne pouvait pas leur faire confiance. Alors maintenant, aussi analyser un peu le chute, en tout cas la décroissance du nombre de voix, les gens qui lui faisaient confiance diminuent de plus en plus. Et nous pensons que vraiment ce sera le dernier mandat, parce que réellement, en fait, on ne peut pas, en tout cas, aller en deçà de ce plancher que l'ancien maire a vraiment fini d'atteindre. Donc vous avez eu satisfaction, vous êtes mis sur la balance et vraiment vous avez eu vraiment des voix qui est juste un processus pour vous. Est-ce que vous voulez vraiment viser 2017 comme les autres partis? Mais tout à fait. Vous savez, on a fait un document. Mais c'est pas vraiment trop. C'est pas utopique de vouloir dire qu'on est là et on voudrait vraiment diriger le pays. C'est pas très tôt pour vous comme parti. Mais pas du tout, parce que vous savez, en fait, l'université qui est ce grand laboratoire, en y arrivant, nous, on ne connaissait pas notre père, notre mère, on n'avait pas d'argent. Mais on a réussi à trôner à la tête du mois étudiant 4 ans durant. Donc à la tête de ce mois étudiant, nous avons encadré beaucoup de jeunes qui sont devenus en tout cas des icônes de la politique. Alors donc nous pensons qu'effectivement, à un moment donné, il faut oser. Oser, c'est avoir l'audace d'attaquer, la patience de résister aux épreuves et la persévérance d'atteindre le but. Ça, c'est le courage. Et ce courage-là, je pense que nous l'avons. Deuxièmement, nous pensons qu'à Thiès, par exemple, regardez, il y a eu près de 50 000 cartes qui n'ont pas été retirées. C'est un message très fort, parce que tout le monde votait pour l'ancien maire. Aujourd'hui, certains se disent à quoi bon? Donc, il y a déjà une équation qui n'est pas encore résolue. La deuxième chose, c'est qu'il y a une génération montante. Et nous incarnons cette génération de rupture. Donc, cette révolution des mentalités. Alors, donc, nous pensons qu'effectivement, nous avons une cible. Le milieu universel, le milieu scolaire, cette jeunesse montante entre 16 ans et 18 ans, c'est en tout cas ces électeurs qui vont arriver en masse. Et ces électeurs-là seront nos électeurs et nous en sommes sûrs parce que nous sommes avec eux sur le terrain. Et pourquoi Idrissa Seck reste toujours le boss de Thiès? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut rivaliser avec Idrissa Seck. Vous savez, ça dit que si le parti au pouvoir était organisé, si le parti au pouvoir, les responsables... Vision pour l'alternative, vous êtes du côté de la mouvance présidentielle? Pas du tout, nous ne sommes pas de Vous êtes donc de l'opposition. Nous sommes vous entendre parler, on ne sent pas vraiment... Parce que si nous étions satisfaits, on n'aurait pas eu raison d'exister.
politiquement. Parce que nous ne sommes pas satisfaits de ce qui se passe. Nous disons qu'effectivement, le président Macky Sall est relativement de notre génération. Ok, donc il faut l'accompagner, mais lui, en fait, cette génération qui a voté pour lui, cette masse qui a voté pour lui, il ne a pas donné véritablement la place qu'elle méritait. Donc ce sont les mêmes depuis 68 qui sont là. Et nous disons que réellement, en tout cas, il n'a pas vraiment compris le message. Et donc nous sommes en train d'accompagner notre investissement donc, au présidentiel pour effectivement opérer ces vraies ruptures. Et ces ruptures vont inévitablement arriver. Aujourd'hui, en fait, le sentiment le mieux partagé, c'est l'insatisfaction. Ça, c'est la réalité. Alors maintenant, il faut oser. On a commencé pour un nouveau parti sans moyens. Donc, nous avons réussi à avoir 33 conseillers un peu partout. Nous avons par-ci 3, par-là 2. Il n'y a qu'une seule localité dans laquelle nous n'avons pas eu, ou 2 localités dans lesquelles nous n'avons pas eu de conseillers. Et effectivement, il y a eu des raisons valables qui sont là. Mais à côté de cela, nous avons réussi le challenge de partir seul aux élections. Et vous avez vraiment osé. Mais vous voyez, c'est-à-dire que les coalitions qui sont là, diviser le nombre de voix qu'ils ont obtenues, vous verrez qu'en tout cas, il n'y a pas peut-être la coalition de Idriss Seck, peut-être nous devancerait, mais pour les autres, nous les devancerions parce qu'au moins, nous avons osé et nous avons obtenu un nombre de voix qui montre que les gens nous font confiance. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très très important. Vous avez parlé de moyens, vous n'avez pas vraiment les moyens pour aller, et on sait tous que l'argent c'est le nerf de la guerre. Lorsqu'on parle de politique, il faut d'abord avoir les moyens de sa politique avant de vraiment plonger là-dedans. Est-ce que 2017, c'est sûr qu'il y aura, parce que ces élections, il y avait trop de listes. Tout à fait. Voilà, c'est juste parce qu'il n'y avait pas de caution. Et 2017, comment vous allez faire si vous n'avez pas de moyens? Pour aller au présidentiel, il faudrait vraiment... Mais tout à fait, ça c'était pour nous un challenge qu'il fallait réussir, on l'a réussi. Donc on sort agrandi de cette compétition et nous en profitons pour féliciter tous ceux qui nous ont fait confiance. Et pour leur dire qu'effectivement, nous maintenons le cap parce que nos représentants porteront nos voix et nous allons continuer le travail sur le terrain. Alors maintenant, il y a beaucoup de personnes qui se sont approchées de nous, mais nous disions effectivement qu'il fallait chercher à réussir comme nous avons eu à le faire tout au long de notre parcours. Nous avons réussi des choses, nous avons réussi beaucoup de combats sans avoir eu les moyens financiers. N'est-ce pas? Donc, et c'était normal. Parce que quand on est présent jusqu'à Médina Sabah, à la frontière du Sénégal, où nous avons obtenu 3 conseillers. Quand nous sommes présents à Dara, où nous avons gagné une commune. Quand nous sommes présents à Mbour, où nous avons gagné 2 conseillers. À Malikunda, où nous avons gagné 3 conseillers. Et Déboulonné, le maire qui passait pour un indéboulonnable. Donc nous avons réussi beaucoup de choses. Et maintenant, les moyens, en tout cas, nous sommes en train, nous y travaillons. Parce qu'il y a d'abord nos contributions, il y a des gens qui veulent nous accompagner, mais nous avons voulu ne pas nous faire accompagner par ceux qui avaient des moyens. Ça, c'était un choix que nous avons réussi. Ça a été dur pour moi, pour tous ceux qui sont tous les responsables. Mais aujourd'hui, nous allons effectivement donc installer le parti et vous verrez qu'aux prochaines séances, en tout cas, si nous ne sommes pas là, nous serons parmi les faiseurs de loi. Et dites-nous, que pensez-vous de la pléthore de partis politiques? On dirait qu'au Sénégal, tous les citoyens font de la politique. Qu'est-ce que vous en dites? Avant les locales, le président avait émis l'idée de vraiment réguler ces partis politiques qui pullulent un peu partout, qui naissent un peu partout. C'est inacceptable. C'est inacceptable et vous verrez avec moi que c'est à partir de 2000 que les partis ont pullulé. Parce que tout simplement, il y avait un contexte qui le permettait. Ce contexte, c'était, en fait, il faut que j'existe pour pouvoir faire partie d'une mouvance présidentielle et avoir, en tout cas, des prébendes. Donc ça, je pense que c'est malheureux, ça fait partie quand même des points noirs que l'ancien régime nous a légués. Et nous, quand notre parti lançait le processus, nous nous sommes dit que nous ne serons pas un parti de plus, mais un parti qui apporte un plus. Et ce plus-là, nous sommes le seul parti que nous appelons citoyens.
n'est-ce pas? Donc nous venons avec le concept de la révolution des mentalités. Donc nous venons avec une approche qui diffère des autres. Nous ne sommes pas accrochés à d'autres pour exister. Nous avons mérité ce que nous avons. Et c'est difficile, mais de voir un parti qui vient de participer à des élections et qui gagne quand même autant de conseillers, ça je pense que ça n'est pas. Au moins si on demandait un certain nombre de voix pour exister, je sais que nous existerions. Et nous avons voulu à l'issue de ces élections, dire simplement que les partis qui n'ont pas, les gens qui ne font pas de résultats ne méritent pas leur existence. Maintenant aussi, en fait, les gens ne peuvent pas aussi s'aligner derrière les partis traditionnels avec les mêmes leaders depuis toujours. Ça, il faut que ça change. Vous voulez une alternance générationnelle? Mais oui, ce challenge générationnel. Et d'ici 2017, donc on a dépassé le cap des locales. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour vous, pour votre parti Vision d'ici 2017? Ne me dites pas que vous allez rester tout ce temps à faire de la politique, à essayer de massifier le parti quand même. Mais déjà, en fait, d'abord, nous travaillons tous. Donc, nous sommes des jeunes, on a une bonne frange d'étudiants, d'élèves. En tout cas, nos électeurs n'ont pas pu participer convenablement. Et nous pensons qu'avec ces élections à venir, en tout cas, on pourra démontrer véritablement notre... Mais déjà, nous avions refusé de vendre les cartes. Parce que les partis qui existent souvent, ce sont les premiers venus qui sont les premiers servis. Nous avions dit, effectivement, il faut permettre à tous ceux qui doivent être informés de l'être. Ensuite, ceux qui pensent qu'ils représentent doivent le démontrer avec ces élections. C'est que nous avons une idée de ce qui se passe. Maintenant, dès après la Corité, nous allons commencer à vendre les cartes et à mettre en place les structures. Ce qui fait que, donc, sur le document stratégique que nous avons, le parti sera organisé, structuré et capable de peser sur la balance. Merci, Monsieur Diouf. Donc, nous étions avec Déthié Diouf, qui est le leader de Vision Alternative pour le Sénégal, VISA, qui était l'invité de la rédaction de la LCS. C'est tout, chers fidèles téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Mais d'ici là, passez une bonne fin de soirée avec les programmes de la LCS.